Il y a des jours où le cours de votre vie bascule. Et dans cette brèche inattendue, vous découvrez des vérités que vous avez soigneusement évitées pendant des années. Pour Sophie Dubois, ce jour-là fut un mardi de septembre comme les autres. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Sophie était l'héritière des textiles Dubois. 32 usines réparties dans 6 pays, 3000 employés, un chiffre d'affaires annuel dépassant les 100 millions d'euros. Le genre de femme qui fait la couverture de Challenge, qui donne des conférences à HEC Paris, qui voyage en première classe pour des réunions sur 3 continents. Le genre de femme qui est beaucoup trop occupée pour voir sa propre grand-mère mourir. Mais ce mardi-là, quelque chose changea le plan. Une réunion annulée à la dernière minute. Un vol pour Lyon reporté de 3 heures. Et soudain, Sophie se retrouva à franchir le seuil de sa demeure à Vaucresson à 10 heures du matin au lieu de 14 heures. Comme d'habitude. 3 heures d'écart. C'est tout ce qu'il a fallu pour que son monde s'effondre et se reconstruise. Lorsque Sophie poussa la porte d'entrée, la maison était silencieuse. Comme toujours, un silence pesant, malaise, rempli de choses non dites. Elle déposa son attaché-casse dans l'entrée, retira ses escarpins loup-boutin, et c'est alors qu'elle l'entendit. Une voix, douce, mélodieuse, qui chantait. Sophie resta pétrifiée. Personne ne chantait dans cette maison. Personne n'y avait chanté depuis des années. La voix venait du premier étage, de la chambre de Mamie Madeleine. Sophie monta les escaliers sans faire de bruit, comme si elle était une intruse dans sa propre maison. Chaque marche craquait doucement sous ses pieds nus. La voix se faisait plus claire. C'était Brigitte, sa femme de ménage, qui chantait une chanson que Sophie reconnut vaguement. Une histoire de fleurs, une histoire d'amour. Sophie s'approcha de la porte de la chambre de Mamie Madeleine. Elle était entr'ouverte, juste une mince fente, suffisante pour voir sans être vue. Et ce qu'elle vit la coupa le souffle. Brigitte était penchée au-dessus du lit médicalisé où Mamie Madeleine avait passé les 4 dernières années de sa vie. La grand-mère de Sophie, âgée de 87 ans, gisait sur ce lit comme toujours, immobile, fragile. Un corps qui avait été trahi par un AVC massif qui l'avait laissé complètement prostré. Mais ce n'était pas ça qui choqua Sophie. C'était la façon dont Brigitte la touchait. Avec les mains les plus douces que Sophie ait jamais vues, Brigitte était en train de donner le bain à Mamie Madeleine. Mais ce n'était pas un bain mécanique, fonctionnel, rapide. C'était quelque chose de complètement différent. Brigitte avait placé des serviettes tièdes autour du corps de Mamie Madeleine pour la maintenir au chaud. Elle avait préparé une bassine d'eau tiède parfumée, avec une senteur de lavande et de camomille. Et avec une éponge douce, elle nettoyait chaque centimètre de peau avec une délicatesse qui frisait la dévotion. Tout en faisant cela, elle chantait et elle parlait. Mamie Madeleine, regardez comme le jardin est beau aujourd'hui, disait Brigitte d'une voix mélodieuse. Les roses que vous aimez tant sont en fleurs, rouges comme le sang, comme vous disiez, rouges comme la passion. Sophie sentit sa gorge se serrer. Brigitte continua, en passant l'éponge en cercle doux sur le bras gauche de Mamie Madeleine. Ce bras qui ne s'était pas agité depuis 4 ans. Ce bras que Sophie osait à peine toucher parce qu'il lui rappelait trop que la mort était proche. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'eau de rose que je vous ai préparée. Continua Brigitte. Je l'ai faite avec des pétales du jardin. Je sais que vous aimez les roses naturelles, pas ces crèmes industrielles avec une odeur artificielle. Sophie ignorait que Brigitte préparait des lotions maison. Elle ignorait que Brigitte savait que Mamie Madeleine aimait les roses. Elle ignorait tout cela. Combien d'autres choses ignorait-elle encore? Brigitte termina de laver le bras gauche et passa au droit. Ses mouvements étaient précis, mais aimants. Il n'y avait pas de hâte, pas de dégoût, pas ce regard de résignation que Sophie avait vu chez tant d'infirmières professionnelles qui avaient défilé dans cette maison. Il y avait de l'amour, un amour pur, simple, inexplicable. Tout en lavant le bras droit, Brigitte commença à le masser doucement. Sophie reconnut le mouvement. Prévention de l'atrophie musculaire, stimulation de la circulation. Des techniques que seule une personne ayant une formation médicale pouvait connaître,
Qui était réellement Brigitte Torres? Sophie avait embauché Brigitte il y a 2 ans, une femme de 42 ans, discrète, efficace, qui faisait son travail sans drame et sans plainte. Sophie la payait bien, 2000 € par mois plus les avantages sociaux. Brigitte nettoyait la maison, préparait les repas et était censée aider aux soins de base de Mamie Madeleine. Soins de base. C'est ce que Sophie avait spécifié lors de l'entretien d'embauche. Aider à l'alimentation, changer les couches, maintenir propre. Mais ce dont Sophie était témoin n'était pas un soin de base. C'était de la dévotion. Brigitte continua à parler tout en lavant. Sa voix était un murmure constant, réconfortant, comme une rivière paisible. Vous savez, Mamie Madeleine, ma grand-mère aussi a été alitée les dernières années de sa vie. Sclérose latérale amyotrophique, SLA, comme on dit, une maladie horrible. Je l'ai vue perdre la capacité de bouger, de parler, de manger, mais elle n'a jamais perdu sa dignité, parce que ma mère s'en est assurée. Brigitte fit une pause, séchant doucement le torse de Mamie Madeleine avec une serviette moelleuse. Ma mère m'a appris que la dignité n'est pas ce que vous pouvez faire. La dignité est la façon dont on vous traite quand vous ne pouvez plus rien faire. Et vous méritez la dignité. Mamie Madeleine, vous méritez d'être traitée comme la reine que vous avez été. Sophie sentit les larmes commencer à lui piquer les yeux. Mamie Madeleine avait été une reine, pas littéralement, mais presque. Fondatrice de la première école de design textile en France. Femme d'affaires à une époque où c'était pratiquement impossible dans les années 50. Mentor de centaines de créateurs, une force de la nature. Et maintenant, elle était là, immobile dans un lit, dépendant de la bonté d'une femme de ménage pour conserver un vestige de la dignité qui avait autrefois défini sa vie. Brigitte déplaça Mamie Madeleine avec un soin expert, la tournant légèrement sur le côté pour lui laver le dos. Le mouvement était fluide, professionnel. Sophie reconnut la technique. Elle avait vu des infirmières le faire, mais Brigitte n'était pas infirmière. Où l'était-elle? Nous allons vérifier votre peau. Mamie Madeleine, murmura Brigitte. Ces escarres sont traîtres, mais ne vous inquiétez pas, vous n'en avez pas, parce que nous vous changeons de position toutes les 2 heures, comme il faut, toutes les 2 heures. Sophie sentit un poids s'alourdir dans son estomac. Elle avait embauché Brigitte pour des quarts de 8 heures, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Mais si Brigitte changeait Mamie Madeleine de position toutes les 2 heures, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un d'autre pendant la nuit. Sophie avait engagé une infirmière de nuit, une femme nommée Patricia, qui venait de 18 heures à 6 heures du matin. Mais que se passait-il entre 16 heures, quand Brigitte partait, et 18 heures, quand Patricia arrivait? 2 heures. 2 heures où Mamie Madeleine était seule, sauf que maintenant, Sophie se demandait si elle avait réellement été seule, ne serait-ce qu'une seule fois. Brigitte termina de laver le dos de Mamie Madeleine et la retourna doucement dans sa position initiale. Puis, avec des mouvements presque révérencieux, elle commença à appliquer l'eau de rose faite maison. « C'est mon secret, Mamie Madeleine », murmura Brigitte, d'un ton confidentiel. Des pétales de rose macérés dans de l'huile d'amande pendant 3 semaines. Ensuite, filtrés et mélangés avec de la cire d'abeille et de la vitamine E. Ça maintient la peau douce, prévient le dessèchement, et ça sent comme le jardin que vous aimiez tant. Sophie réalisa qu'elle pleurait silencieusement. Jamais, en 4 ans, elle n'avait pensé à faire une eau de rose maison pour sa grand-mère. Jamais elle n'avait pensé à ce qu'elle aimerait sentir. Jamais elle n'avait pensé à autre chose qu'à s'assurer qu'elle était propre, nourrie, vivante, comme si c'était suffisant. Comme si la vie se résumait à respirer au lieu de vivre. Vraiment. Brigitte massait l'eau de rose sur la peau fine et fragile de Mamie Madeleine. Ses mains se déplaçaient en cercle, stimulant la circulation, fournissant un contact humain, donnant de l'amour par le toucher. Et alors, Brigitte fit quelque chose que Sophie n'avait jamais vu. Elle prit l'une des mains de Mamie Madeleine entre les siennes et la baisa doucement. « Vous êtes très aimée. Mamie Madeleine, murmura Brigitte.
très aimé. Et c'est à ce moment-là que Sophie vit quelque chose d'impossible. Une étincelle dans les yeux de Mamie Madeleine. Un éclat qui n'avait pas été là depuis des années. Mamie Madeleine regardait Brigitte. Vraiment, pas ce regard vitreux et vide qui était son expression constante depuis l'accident vasculaire cérébral, mais un regard focalisé, présent, conscient et lentement, avec un effort qui semblait coûter chaque gramme d'énergie de son corps. Les lèvres de Mamie Madeleine bougèrent. Brigitte resta figée, observant. Les lèvres de Mamie Madeleine bougèrent une autre fois, essayant de former un mot, un son. Brigitte se rapprocha, son oreille près de la bouche de Mamie Madeleine. Et alors, Sophie l'entendit, une voix, râpeuse, à peine un murmure, mais inconfondible. Ange. Mamie Madeleine avait dit Ange. Brigitte recula, les larmes coulant sur son visage. Sa main couvrit sa bouche, essayant de contenir un sanglot d'émotion pure. Oh, Mamie Madeleine, murmura Brigitte, la voix brisée. Je ne suis pas un ange. Je suis juste quelqu'un qui vous aime. Mais Mamie Madeleine continuait à la regarder avec ses yeux clairs, focalisés. Et Sophie pouvait voir l'intention, la gratitude, l'amour. Sophie dut s'appuyer contre le cadre de la porte pour ne pas tomber. Sa grand-mère avait parlé. Sa grand-mère, qui n'avait pas prononcé un mot cohérent depuis 4 ans, que les médecins avaient dit qu'elle ne reparlerait probablement jamais, qu'elle était si endommagée par l'accident vasculaire cérébral que la communication était impossible. Elle avait parlé. Et ce n'était pas le nom de Sophie qu'elle avait prononcé. Ce n'était pas sa petite fille, son sang, son héritière. C'était Brigitte, la femme de ménage. La femme que Sophie payait 2000 € par mois et à qui elle adressait à peine plus de 3 phrases par jour. Brigitte était l'ange, pas Sophie. Sophie s'éloigna de la porte en silence, descendit les escaliers avec des jambes tremblantes, se dirigea directement vers son bureau et ferma la porte. Et pleura. Elle pleura de honte, de culpabilité, pour les 4 années pendant lesquelles elle avait évité de vraiment regarder sa grand-mère. Et pour les visites de 5 minutes où elle entrait dans la pièce, demandait à l'infirmière comment allaient les choses, et repartait sans même toucher la main de Mamie Madeleine, par peur. Parce que c'était ça, en réalité, la peur. La peur de voir la femme la plus forte qu'elle ait connue réduite à un corps fragile dans un lit. La peur d'affronter sa propre mortalité. La peur de ressentir la douleur de perdre quelqu'un qu'elle aimait. Alors, au lieu de ressentir, elle s'était occupée. Voyage d'affaires, réunion du conseil d'administration, conférence internationale. Il y avait toujours une raison. Il y avait toujours une excuse pour ne pas être là. Et en son absence, Brigitte avait été présente. Brigitte, qui gagnait probablement en 1 mois ce que Sophie dépensait pour une seule paire de loups-boutins. Brigitte, que personne ne remarquait, que personne ne remerciait, qui faisait son travail invisible, sans applaudissements ni reconnaissance. Brigitte, qui aimait Mamie Madeleine d'une manière que Sophie avait oublié comment faire. Sophie essuya ses larmes et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait besoin d'en savoir plus. Elle chercha. Brigitte Torret, femme de ménage. Rien d'utile. Puis elle se souvint de quelque chose. Quand elle avait engagé Brigitte, elle était passée par une agence. Sophie avait demandé des références. Bien sûr, elle demandait toujours des références. Elle chercha dans ses dossiers jusqu'à trouver le dossier. Brigitte Torres, 42 ans, célibataire, sans enfant, expérience professionnelle, infirmière diplômée à l'hôpital général pendant 15 ans, spécialité, soins palliatifs et gériatrie. Sophie resta bouche bée devant l'écran. Brigitte avait été infirmière. Une infirmière professionnelle avec 15 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'une infirmière avec 15 ans d'expérience faisait comme femme de ménage? Sophie continua à lire. Raison du départ de l'hôpital général. Démission volontaire. Août 2019. 2 ans avant que Sophie ne l'engage. Sophie composa le numéro de l'agence. Elle avait besoin de réponse. Bonsoir, agence aux petits soins, répondit une voix féminine. Bonjour, c'est Sophie Dubois à l'appareil.
J'ai engagé une de vos employées il y a 2 ans, Brigitte Torres. J'ai besoin d'informations supplémentaires. » Il y eut une pause. Un instant. Madame Dubois. Sophie attendit, son cœur battant plus vite que la normale. « Oui, voici le dossier. Que souhaitez-vous savoir ? » Il est indiqué qu'elle a travaillé comme infirmière pendant 15 ans, mais qu'elle a démissionné volontairement. Savez-vous pourquoi ? Une autre pause, plus longue. Madame Dubois, normalement, nous ne partageons pas ces informations. Mais étant donné que Brigitte travaille pour vous, la raison était un burn-out sévère. Elle travaillait dans l'unité de soins palliatifs. Voyant mourir des patients quotidiennement, elle a eu un effondrement émotionnel. Après le décès d'une patiente particulièrement difficile, elle a décidé qu'elle devait s'éloigner de la médecine. Sophie sentit son cœur se serrer. Et elle a choisi d'être femme de ménage ? Selon ses propres mots lors de l'entretien avec nous, elle voulait continuer à aider les gens, mais d'une manière moins. Elle disait que la médecine était devenue trop clinique pour elle, qu'elle avait oublié que les patients étaient des personnes, pas seulement des diagnostics. Sophie ferma les yeux. Brigitte avait quitté une carrière de 15 ans parce qu'elle se souciait trop des autres. Et elle avait choisi un travail où elle pouvait continuer à prendre soin des gens, mais d'une manière qui préservait son humanité. Autre chose, Madame Dubois ? Non, c'est tout. Merci. Sophie raccrocha et resta assise à son bureau, fixant le mur. Brigitte n'était pas surqualifiée par hasard. Elle était surqualifiée par choix. Elle avait sacrifié prestige, salaire, reconnaissance professionnelle, tout, pour pouvoir prendre soin des gens d'une manière qui lui semblait vraie, d'une manière qui ressemblait à de l'amour. Sophie se leva. Elle alla à la cuisine et se servit un verre d'eau. Ses mains tremblaient légèrement. Combien de temps Brigitte faisait-elle cela ? Traiter Mamie Madeleine non pas comme une patiente, mais comme une personne aimée. Combien de petits moments, invisibles, de dignité et d'amour avaient été vécus seulement par Mamie Madeleine. Sophie remonta au 2e étage. Cette fois, elle ne se cacha pas. Elle frappa à la porte de la chambre de Mamie Madeleine. « Entrez », dit Brigitte, sa voix légèrement surprise. Sophie entra. Brigitte était en train d'habiller Mamie Madeleine avec une robe de chambre douce, de couleur lavande. Les cheveux de Mamie Madeleine avaient été brossés et tressés soigneusement. Elle avait l'air belle, tranquille, soignée. Brigitte se leva rapidement. « Madame Dubois, je ne vous attendais pas si tôt. Excusez-moi, j'aurais dû avoir fini avec... » Sophie leva la main, l'arrêtant. « Ne vous excusez pas. S'il vous plaît. » Brigitte la regarda avec des yeux prudents. Sophie s'approcha du lit. Pour la première fois depuis des mois, elle regarda vraiment sa grand-mère. Pas un regard rapide de 5 secondes avant de s'enfuir. Un véret regard. Mamie Madeleine avait les yeux fermés maintenant, se reposant. Mais son visage était serein d'une manière que Sophie ne se souvenait pas avoir vue depuis des années. « Elle a l'air bien », murmura Sophie. « Elle a l'air en pikes. » Brigitte acquiesça lentement. « C'est une battante, plus forte que ce que les médecins pensent. » Sophie se tourna vers Brigitte. « J'ai entendu ce que vous avez dit, et je l'ai vu parler. » Les yeux de Brigitte s'écarquillèrent. « Vous avez entendu ? Je suis arrivé tôt. Je vous ai vu, je vous ai entendu. » Le silence emplit la pièce. Un silence lourd de vérités non dites. Finalement, Sophie parla. « Vous êtes infirmière ?» Brigitte baissa les yeux. Elle l'était. Plus maintenant. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? » « Parce que vous ne vouliez pas une infirmière, » répondit Brigitte doucement. « Vous vouliez une employée de maison qui pouvait aussi aider avec les soins de base. Si je vous avais dit que j'étais infirmière, vous auriez attendu que je travaille comme une infirmière, avec des horaires d'infirmière, avec des tâches d'infirmière, avec la distance professionnelle d'une infirmière. Et je ne peux plus faire ça. » Sophie déglutit. « Pourquoi ne pouvez-vous pas ? » « Parce que je m'en soucie trop, et ça me brise. » Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Brigitte continua, sa voix à peine un murmure. « Quand on est infirmière, on est censé garder une distance émotionnelle. On est censé ne pas s'attacher.
Parce que si on le fait, ça nous détruit de les voir souffrir, de les voir mourir. Mais je n'ai jamais pu faire ça. J'aimais chaque patient, et chaque mort me brisait un peu plus. Alors vous avez choisi ça, j'ai choisi de prendre soin d'une personne à la fois, j'ai choisi de pouvoir les aimer sans m'excuser, j'ai choisi la dignité plutôt que l'efficacité. Sophie sentit les larmes revenir. Vous avez donné à ma grand-mère quelque chose que je n'ai pas pu lui donner. Brigitte la regarda droit dans les yeux. Il n'est pas trop tard pour que vous le lui donniez aussi. Ces mots restèrent en suspens dans l'air de la pièce. Il n'est pas trop tard pour que vous le lui donniez aussi. Sophie regarda sa grand-mère dormir paisiblement. Mais comment? Je ne sais pas comment faire ce que vous faites. Brigitte sourit doucement. Je peux vous enseigner si vous voulez apprendre. Sophie acquiesça sans hésiter. Je veux, s'il vous plaît. Et ainsi commença l'éducation de Sophie Dubois. Le lendemain, Sophie annula 3 réunions. Une chose qu'elle n'avait jamais faite en 15 ans de direction de l'entreprise. Elle dit à son assistante qu'elle avait une affaire familiale urgente, pour la première fois dans sa vie d'adulte. Ce n'était pas un prétexte, c'était la vérité. Elle rentra à la maison à 8 heures du matin, quand Brigitte commençait normalement son service. Brigitte l'attendait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Mamie Madeleine. « Bonjour », dit Sophie, se sentant étrangement nerveuse dans sa propre maison. « Bonjour, Madame Dubois, prête à commencer ?»« Prête ?» Brigitte lui tendit un tablier. « D'abord, nous allons préparer le petit déjeuner. Mamie Madeleine a besoin d'aliments mous, faciles à avaler. Elle a une dysphagie, une difficulté à avaler, à cause de l'accident vasculaire cérébral. » Sophie mit le tablier. Jamais de sa vie elle n'avait porté un tablier. Elle avait des cuisiniers privés pour ça. Aujourd'hui, nous allons faire de la bouillie d'avoine avec de la banane écrasée, continua Brigitte, lui montrant les ingrédients. Température tiède, pas chaude, consistance de purée, pas liquide, pas solide. Si c'est trop liquide, elle peut l'aspirer dans les poumons. Si c'est trop solide, elle ne peut pas l'avaler. Sophie écoutait intensément, prenant des notes mentales comme si elle était à une réunion du conseil d'administration. Et on ajoute du miel. Et pas du sucre, dit Brigitte, versant une cuillère dans le bol. Le miel est plus doux pour la gorge. Ça aide la nourriture à glisser. Comment savez-vous tout ça? 15 ans dans les soins gériatriques, répondit Brigitte avec un sourire triste. Et 2 ans à prendre soin de ma propre grand-mère avant qu'elle ne décède. L'expérience est une maîtresse cruelle, mais efficace. Elles montèrent ensemble, au 2e étage, portant le petit déjeuner sur un plateau. Brigitte montra à Sophie comment positionner le lit à un angle de 45 degrés, jamais complètement allongé quand elle mange, expliqua Brigitte. Risque d'aspiration, jamais complètement assise non plus. Trop d'efforts pour le corps. 45 degrés, c'est parfait. Mamie Madeleine était éveillée, regardant vers la fenêtre où la lumière du soleil entrait doucement. Quand elle vit Sophie, quelque chose traversa ses yeux. Surprise? Espoir? Bonjour, mamie, dit Sophie, sa voix se brisant légèrement sur le dernier mot. C'était la première fois en 4 ans qu'elle l'appelait mamie en sa présence. Normalement, elle utilisait des termes plus formels. Madame Madeleine, Madame Dubois, n'importe quoi pour maintenir une distance émotionnelle. Brigitte lui montra comment tenir la cuillère, comment la remplir seulement à moitié, et comment attendre que Mamie Madeleine avale complètement avant d'offrir la cuillère suivante. Le rythme est crucial, expliqua Brigitte. Ne jamais se précipiter, nourrir quelqu'un d'alité, exige un effort énorme. Chaque bouchée est une bataille. Sophie leva la première cuillère de porridge, sa main tremblant légèrement. Elle la porta aux lèvres de Mamie Madeleine. Mamie Madeleine ouvrit la bouche lentement. Sophie déposa le porridge sur sa langue et retira la cuillère. Et elle attendit. Elle vit comment Mamie Madeleine s'efforçait de faire circuler la nourriture dans sa bouche, de la positionner, de l'avaler. Un processus qui prendrait 2 secondes à une personne en bonne santé, prit presque 30 secondes à sa grand-mère. Quand elle avala enfin, Sophie sentit une vague de soulagement mêlée de tristesse. Est-ce toujours aussi difficile pour elle?
demanda Sophie à Brigitte. Chaque repas, 3 fois par jour, tous les jours. Depuis 4 ans, Sophie sentit ses yeux s'emplir de larmes, et moi, je ne le savais même pas. Elles continuèrent en silence pendant un moment, Sophie offrant cuillère après cuillère, attendant patiemment après chacune d'elles. Brigitte observait, offrant occasionnellement une correction douce. Plus lentement, attends un peu plus. Bien, comme ça, après 20 minutes, Mamie Madeleine n'avait mangé que la moitié du bol. Mais Brigitte secoua la tête quand Sophie essaya d'en offrir plus. « C'est suffisant, » dit Brigitte. « Si on la force à manger plus, elle pourrait vomir. Et le vomissement chez une personnalité est extrêmement dangereux. » Sophie reposa la cuillère. « Comment nettoies-tu sa bouche après ?» Brigitte lui montra, avec une gaze humide, nettoyant doucement l'intérieur des joues, la langue, les gencives. Prévention des infections. Maintien de l'hygiène buccale. Chaque action avait un but, chaque mouvement était intentionnel. Ce n'était pas juste des soins, c'était un ART. Pendant les jours suivants, Sophie devint l'ombre de Brigitte. Elle annula d'autres réunions, délégua des responsabilités. Pour la première fois en 15 ans, l'entreprise n'était pas sa priorité numéro 1. Brigitte lui enseigna tout. Comment baigner Mamie Madeleine sans la bouger brusquement? Comment examiner sa peau à la recherche d'escarres? Comment changer les draps avec elle encore dans le lit? Comment appliquer l'eau de rose, faite maison en mouvement circulaire, qui stimulait la circulation? Comment lui lire, même si elle semblait ne pas écouter? Comment lui parler, même si elle ne pouvait pas répondre? Comment l'aimer, même si c'était douloureux? Le 4e jour, alors que Brigitte lui montrait comment faire des exercices d'amplitude de mouvement avec les membres de Mamie Madeleine, Sophie demanda quelque chose qui la rongeait. A-t-elle toujours su que tu étais là? Avant de parler l'autre jour, savait-elle que tu lui parlais, que tu prenais soin d'elle? Brigitte arrêta le mouvement qu'elle faisait, pliant doucement le genou de Mamie Madeleine. Elle regarda la vieille dame dans le lit. « Oui, » répondit Brigitte avec certitude, « elle a toujours su. Les personnes alitées ne sont pas absentes. Sophie, elles sont piégées. Elles peuvent entendre. Elles peuvent comprendre. Elles peuvent ressentir. Seulement, elles ne peuvent pas répondre. Et c'est 1000 fois pire qu'être inconscient. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Toutes les fois où je suis entrée ici, j'ai parlé aux infirmières d'elle comme si elles n'étaient pas là. » Brigitte acquiesça lentement. Elle a écouté chaque mot, chaque conversation sur sa santé, comme si c'était un rapport médical. Chaque décision prise sans la consulter. Chaque visite de 5 minutes où tu regardais ta montre plus qu'elle. Ces mots étaient brutaux, mais Sophie avait besoin de les entendre. « Comment vis-tu avec ça ?» demanda Sophie. « Comment prends-tu soin de quelqu'un en sachant qu'elle est consciente de sa propre prison ?» Brigitte termina l'exercice avec la jambe et passa au bras. Parce que l'alternative est pire. L'alternative est de les traiter comme des meubles, comme des corps qui ont besoin d'entretien, mais pas d'amour. J'ai vu ça trop de fois. J'ai vu des familles qui viennent juste s'assurer qu'ils respirent encore, mais qui ne les voient jamais vraiment. Comme moi, murmura Sophie. Comme tu étais, corrigea Brigitte gentiment. Mais maintenant tu es là, tu apprends, tu vois. Et ça compte plus que tu ne le penses. Sophie regarda sa grand-mère. « C'est elle que j'essaie ?» Demande-lui. Sophie cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» Demande-lui. Elle peut t'entendre. Elle peut te comprendre. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas répondre avec des mots qu'elle ne peut pas répondre. Sophie se pencha sur le lit, s'approchant du visage de sa grand-mère. « Mamie, » commença-t-elle, sa voix tremblant. Je sais que je n'ai pas été là. Je sais que je t'ai abandonné de toutes les manières qui comptent. Mais je suis là maintenant. J'essaie d'apprendre. Peux-tu me pardonner? Pendant un long moment, il ne se passa rien. Puis, lentement, les yeux de Mamie Madeleine se fixèrent sur le visage de Sophie, et avec un effort visible, ses lèvres se courbèrent à peine, une fraction d'un sourire. Mais c'était un sourire. Sophie sentit les larmes commencer à couler. « Oh, mamie, je suis tellement désolée. » Brigitte posa une main sur l'épaule de Sophie. « Elle sait et elle te pardonne. »
Pendant les semaines suivantes, Sophie transforma sa vie. Elle réduisit ses heures de travail à 4 par jour, embaucha un co-PDG pour gérer les opérations quotidiennes, réorganisa toute sa structure de priorité. Et chaque matin, elle rentrait chez elle à 8 heures pour passer 4 heures avec sa grand-mère. Brigitte lui enseigna des recettes de lotions faites maison, comment faire macérer des pétales de rose, comment mélanger des huiles essentielles avec des bases neutres, comment faire des onguents curatifs avec du calendula et de l'arnica. Elle lui enseigna des chansons que Mamie Madeleine aimait, de vieux boléros des années 40, des mélodies qu'elle avait dansées dans sa jeunesse. Sophie, qui n'avait pas chanté depuis l'école primaire, se surprit à fredonner doucement en appliquant de l'eau de rose sur les mains de sa grand-mère. Elle lui enseigna la patience, comment s'asseoir en silence sans ressentir le besoin de remplir chaque moment de productivité, comment simplement être présente et lentement. Mamie Madeleine commença à répondre davantage, pas dramatiquement, pas miraculeusement, mais de petites manières qui signifiaient tout. Un mouvement d'yeux quand Sophie entrait dans la pièce, une petite pression de la main quand Sophie tenait la sienne. Occasionnellement, un mot, un seul mot qui prenait des minutes à former, mais qui était clair, intentionnel, merci, belle, amour. Un après-midi, alors que Sophie appliquait de l'eau de rose sur les pieds de sa grand-mère, quelque chose qu'elle faisait maintenant quotidiennement. Brigitte entra dans la pièce avec une boîte. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Brigitte. S'asseyant sur la chaise à côté du lit, elle ouvrit la boîte et sortit un cahier. Pas n'importe quel cahier, un cahier épais, rempli de notes, de dessins, de photographies collées. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie. « C'est le journal de soins de Mamie Madeleine », expliqua Brigitte. « Je la tiens depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler ici. Elle documente tout, ses repas, ses cycles de sommeil, ses moments de clarté, ses préférences, ses rejets, mais elle contient aussi quelque chose de plus. » Brigitte ouvrit le carnet à une page spécifique. Elle était remplie d'une écriture petite et soignée. « Voici l'histoire de vie de Mamie Madeleine », dit Brigitte, ou du moins les morceaux que j'ai pu rassembler, à partir de photographies dans la maison, de choses que Patricia, l'infirmière de nuit, m'a racontées, de documents que j'ai trouvés, et de moments où Mamie Madeleine a communiqué des choses à sa manière. Sophie prit le carnet avec des mains tremblantes. Elle commença à lire. Madeleine Dubois, née en 1938, fille d'immigrés espagnols, a grandi dans la pauvreté à Belleville, a appris à coudre à 7 ans, a dessiné sa première robe à 12 ans, a gagné une bourse pour une école de design à 14 ans, chose presque impossible pour une jeune fille de Belleville en 1952. Sophie connaissait ces faits basiques, mais Brigitte avait documenté davantage. A fondé la première école de design textile en France en 1965, avec de l'argent emprunté et beaucoup d'audace. A été rejetée par 47 banques avant qu'une, dirigée par une femme, ne lui accorde le prêt. A remboursé ce prêt intégralement en 3 ans. Sophie continua à lire, page après page de la vie de sa grand-mère, des choses qu'elle n'avait jamais sues, des choses qu'elle n'avait jamais demandées. S'est mariée avec Jean Dubois en 1960. Mariage d'amour, pas arrangé, chose scandaleuse pour l'époque. Jean était graphiste sans argent. La famille de Madeleine l'a rejeté. Ils se sont mariés quand même. A eu 3 enfants. En a perdu 2 à la naissance. Seule Marie, la mère de Sophie, a survécu. A perdu son mari Jean en 1978 d'une crise cardiaque. Il avait 40 ans. Elle avait 40 ans. Ne s'est jamais remariée. A construit l'entreprise Les Textiles Dubois seule. A affronté le machisme, la discrimination, le sabotage. Ne s'est jamais rendue. N'a jamais cédé. N'a jamais baissé la tête. Était connue pour payer ses employés le double du salaire minimum. Disait: la dignité commence avec un salaire qui permet de vivre, pas seulement de survivre. Aimait les roses rouges, les appelait des rappels que la beauté vient toujours avec des épines. Adorait danser, spécifiquement, le tango, les dimanches, allait au bal du quartier danser. Sophie leva les yeux du carnet, avec des larmes coulant sur son visage.
Comment sais-tu tout ça? Brigitte sourit. Recherche, conversation avec des personnes qui l'ont connu et observation. Mamie Madeleine m'a dit plus que tu ne le crois. Pas avec des mots, toujours, mais avec des réactions. Quand je mets de la musique de tango, son pied droit bouge légèrement, essayant de suivre le rythme. Quand je mentionne Jean, ses yeux s'humectent. Quand je parle de l'école de design, son visage s'illumine. Sophie serra le carnet contre sa poitrine. C'est incroyable. C'est un trésor. C'est son héritage, dit Brigitte simplement. Sa vie documentée pour que quand elle ne sera plus là, elle ne soit pas oubliée. Sophie regarda sa grand-mère allongée dans le lit. Merci, murmura-t-elle à Brigitte. Merci de l'avoir vue quand je n'ai pas pu. De rien, mais maintenant, tu la vois. Et c'est ce qui importe. Cette nuit-là, Sophie ne se coucha pas dans sa chambre. Elle resta assise sur la chaise à côté du lit de sa grand-mère, lisant le carnet complet de bout en bout. Et pendant qu'elle lisait, elle parlait à Mamie Madeleine de ce qu'elle était en train de découvrir. « Mamie, je ne savais pas que tu avais perdu 2 bébés. Je ne savais pas que tu avais traversé cette douleur. Comment as-tu supporté ça ?» Pause. « Je ne savais pas que tu avais été rejeté par 47 banques. 47. Et tu as continué à essayer. C'est la définition de la ténacité. » Pause. « Je ne savais pas que tu aimais le tango. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi n'avons-nous jamais parlé de ces choses ?» Mais Sophie connaissait la réponse. Parce qu'elle n'avait jamais demandé. Parce qu'elle avait supposé qu'elle connaissait sa grand-mère, alors qu'en réalité, elle ne connaissait que sa réputation. À l'aube, quand les premiers rayons de soleil commencèrent à entrer par la fenêtre, Sophie ferma le carnet et prit une décision. Elle se leva et sortit de la chambre. Alla dans sa propre chambre et sortit son ordinateur portable. Ouvrit un nouveau document et commença à écrire « L'héritage de Madeleine Dubois », une biographie. Si Brigitte pouvait documenter la vie de Mamie Madeleine dans un carnet, Sophie pouvait faire plus. Elle pouvait écrire son histoire complète. Elle pouvait interviewer des personnes qui l'ont connue. Elle pouvait préserver son héritage d'une façon qui survivrait au-delà de la mémoire. Elle pouvait rendre sa grand-mère immortelle. Sophie passa les semaines suivantes à diviser son temps entre prendre soin de sa grand-mère et documenter sa vie. Elle interviewa d'anciens employés de l'école de design, retraça des camarades de classe des années 50, trouva des photographies dans les archives de journaux et chaque découverte, chaque histoire, elle la partageait avec Mamie Madeleine. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Élise Martin. Tu te souviens d'elle? C'était ta première étudiante en 1965. Maintenant, elle a 75 ans et est une créatrice célèbre à Londres. Elle m'a dit que tu avais changé sa vie, qu'elle venait d'un village si pauvre qu'elle ne mangeait qu'une fois par jour, que tu lui avais donné une bourse complète, plus de l'argent pour la nourriture, plus des vêtements, que tu ne lui as jamais dit que c'était de la charité. Tu lui as juste dit « le talent mérite un investissement ». Les yeux de Mamie Madeleine se focalisèrent, brillèrent. « Élise a pleuré quand nous avons parlé », continua Sophie. Elle a dit qu'il y a 50 créateurs à succès en France qui peuvent retracer leur carrière directement à ton école. 50 vies changées, 50 héritages qui ont commencé avec toi. Et lentement, avec un effort monumental. Les lèvres de Mamie Madeleine bougèrent, ça valait la peine. 4 mots. Il lui fallut presque 2 minutes pour les prononcer. Mais ils étaient clairs, intentionnels, puissants. Sophie prit la main de sa grand-mère. « Oui, mamie, ça valait beaucoup la peine. » 1 mois après le jour où Sophie avait entendu Brigitte chanter, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sophie appliquait de l'eau de rose sur les bras de Mamie Madeleine, chantant doucement une chanson qu'Élise lui avait apprise. Quand elle sentit quelque chose, un mouvement, petit, presque imperceptible, mais indéniable, la main de Mamie Madeleine, qui normalement restait immobile, avait bougé seulement 1 centimètre, seulement un tremblement, mais elle avait bougé intentionnellement. Sophie se figea. « Mamie !» Les yeux de Mamie Madeleine étaient fixés sur elle avec une intensité que Sophie n'avait pas vue depuis des années. Et alors,
avec un effort qui semblait coûter chaque gramme d'énergie dans son corps. Mamie Madeleine leva sa main, 5 centimètres, 10 centimètres, et la plaça sur la main de Sophie. Sophie sentit que sa respiration se coupait. « Mamie, tu as bougé, tu as bougé !» Les larmes commencèrent à couler librement sur le visage de Sophie. Brigitte, qui rangeait des médicaments de l'autre côté de la pièce, s'est approchée en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Elle a bougé », dit Sophie, la voix pleine d'étonnement. Elle leva sa main et la posa sur la mienne. Brigitte regarda Mamie Madeleine avec des yeux brillants. « C'est extraordinaire. Les médecins ont dit que les dommages neurologiques étaient permanents. » Sophie regarda sa grand-mère. « Tu peux recommencer, mamie? Tu peux bouger ta main une autre fois ?» Mamie Madeleine ferma les yeux, se concentrant, et lentement, avec des tremblements, elle leva sa main une autre fois. Cette fois, elle pointa vers quelque chose, vers le bureau où étaient les photographies familiales. Sophie suivit la direction de son doigt, tremblant. « Tu veux voir les photos ?» Mamie Madeleine acquiesça. Un mouvement petit de tête, mais clair. Sophie prit le cadre de photos et le lui montra. C'était une photo de famille d'il y a 30 ans. Mamie Madeleine, sa fille, Marie, et la petite Sophie de 7 ans. Cette photo, mamie, de quand nous sommes allés à Deauville. Les lèvres de Mamie Madeleine bougèrent. Marie, Sophie sentit son cœur se serrer. Sa mère, Marie, était décédée il y a 8 ans dans un accident de voiture. C'est après cette perte que Mamie Madeleine avait eu l'attaque. Les médecins avaient dit que le stress émotionnel avait probablement été le déclencheur. Oui, mamie, maman, elle me manque tous les jours. Mamie Madeleine lutta pour former plus de mots. Moi aussi. Et alors, elle fit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais, avec sa main tremblante. Elle toucha le visage de Sophie sur la photographie. Puis, elle leva cette même main et toucha le visage réel de Sophie, connectant passé et présent, connectant la petite fille qu'elle avait été avec la femme qu'elle était devenue. « Je t'aime », murmura Mamie Madeleine. 3 mots qui lui prirent presque 1 minute à prononcer. 3 mots qui valaient plus que n'importe quel contrat d'affaires que Sophie aurait signé. Sophie serra sa grand-mère dans ses bras avec tout le soin du monde, consciente de la fragilité de son corps, mais ayant besoin de ce contact. « Je t'aime aussi, mamie. Je suis tellement désolée. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à le voir. » Brigitte observait depuis le côté de la pièce, s'essuyant discrètement les larmes. Après ce jour, Mamie Madeleine commença à montrer plus de signes d'amélioration. Pas dramatiques, pas curatifs, mais significatifs. Elle pouvait bouger sa main droite intentionnellement. Elle pouvait former des mots courts avec plus de facilité. Elle pouvait soutenir le regard pour des périodes plus longues. Et quelque chose de plus. Elle commença à sourire. Pas beaucoup et jamais grand, mais des sourires petits, genuins, qui illuminaient son visage. Brigitte expliqua que cela n'était pas inhabituel. Le cerveau humain a de la plasticité quand on lui donne une stimulation adéquate, de l'amour, une raison de se battre. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales, même après des dommages sévères. Mais cela requiert un travail constant et un amour constant. Sophie intensifia ses efforts. Elle commença à faire venir de la musique en live. Elle engagea un accordéoniste pour jouer des valses musettes dans la chambre de Mamie Madeleine 1 fois par semaine. Elle vit comment sa grand-mère pleurait de joie à chaque chanson. Elle organisa des visites d'anciens élèves de l'école de design, un par un. Ils venaient remercier Mamie Madeleine d'avoir changé leur vie. Et, un par un, Sophie les voyait embrasser les mains tremblantes de sa grand-mère et pleurer. Elle engagea un masseur spécialisé dans les patientalités. Elle apprit que le toucher thérapeutique régulier pouvait prévenir l'atrophie musculaire et améliorer la qualité de vie. Et chaque nuit, elle lui lisait des chapitres de la biographie qu'elle était en train d'écrire, partageant avec Mamie Madeleine sa propre vie narrée à elle, lui montrant que sa vie avait compté, qu'elle avait changé le monde. Mais malgré toutes ces améliorations petites, Sophie connaissait la vérité que Brigitte lui avait dite depuis le début. Mamie Madeleine n'allait pas guérir complètement. Les dommages étaient trop étendus.
et éventuellement, son corps allait céder. La question n'était pas si... C'était quand, 3 mois après le jour où Sophie avait entendu Brigitte chanter, la crise arriva. Sophie reçut un appel à 3 heures du matin. C'était Patricia, l'infirmière de nuit. « Mademoiselle Dubois, vous devez venir immédiatement. Mamie Madeleine a une fièvre très élevée et a des difficultés à respirer. » Sophie arriva à la maison en 20 minutes, conduisant à travers la ville vide avec le cœur dans la gorge. Quand elle entra dans la chambre, elle trouva Patricia près du lit, surveillant les signes vitaux, et Brigitte, qui était également venue malgré qu'il soit 3 heures du matin. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sophie, s'approchant du lit. Mamie Madeleine luttait pour respirer, chaque inspiration un effort visible. Son visage était rouge à cause de la fièvre. « Pneumonie », dit Brigitte d'une voix sérieuse. « Un des risques les plus grands pour les patients alités. J'ai déjà appelé l'ambulance. » Sophie prit la main de sa grand-mère. « Je vais être là, mamie. Tu n'es pas seule. » Les ambulanciers arrivèrent 10 minutes plus tard, pendant qu'ils préparaient mamie Madeleine pour le transport. Un d'eux parla à Sophie à voix basse. « Mademoiselle, étant donné l'état de votre grand-mère et son âge, nous devons savoir, a-t-elle des directives anticipées? Des ordres de ne pas réanimer ?» Sophie resta figée. « Je ne sais pas. Nous n'en avons jamais parlé. » L'ambulancier acquiesça compréhensivement. « Vous voudrez parler avec les médecins à l'hôpital des options. » Dans l'ambulance, sur le chemin de l'hôpital Saint-Joseph, Sophie tint la main de mamie Madeleine et fit face à une vérité qu'elle avait évitée. Sa grand-mère était en train de mourir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Et Sophie ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait. Elle n'avait jamais eu cette conversation difficile sur la fin de la vie, parce qu'en parler signifiait admettre que la fin était proche. Et Sophie, qui avait retrouvé sa grand-mère après des années d'absence émotionnelle, n'était pas prête à dire au revoir. À l'hôpital, les médecins confirmèrent une pneumonie sévère. Ils commencèrent des antibiotiques agressifs, mais le docteur en charge, le docteur Martin, fut honnête avec Sophie. « Votre grand-mère est très fragile, mademoiselle Dubois. Le système immunitaire de quelqu'un d'alité est faible. La pneumonie chez les patients gériatriques alités a un taux de mortalité élevé. Nous devons discuter des options de traitement et, franchement, des options de fin de vie. » Sophie s'assit dans la salle de consultation avec le docteur Martin, Brigitte à ses côtés pour soutien. « Qu'est-ce que vous voulez dire par option de fin de vie ?» Le docteur Martin parla avec amabilité mais clarté. « Si votre grand-mère cesse de respirer, voulons-nous l'intuber, la mettre sous respirateur, lui faire un RCP si son cœur s'arrête? Ce sont des décisions que vous devez prendre en tant que sa représentante légale. » Sophie sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. « Je ne sais pas ce qu'elle voudrait. » Brigitte parla doucement. « Si, tu le sais. » Sophie la regarda. « Quoi? Tu le sais ?» répéta Brigitte. « Tu as appris qui était ta grand-mère ces derniers mois. Tu as documenté sa vie. Tu as parlé avec des personnes qui l'ont connue. Tu sais quel genre de femme elle était. Demande-toi, est-ce que cette femme voudrait être connectée à des machines, incapable de bouger, incapable de parler, maintenue en vie artificiellement ?» Sophie ferma les yeux. Mamie Madeleine avait bâti sa vie sur l'indépendance, sur la force, sur la dignité. « Non, » admit Sophie, « elle ne voudrait pas ça. » Le docteur Ramirez acquiesça. « Alors je recommanderais des soins de confort. Nous allons traiter la pneumonie agressivement. Mais si arrive le moment où les interventions ne feraient que prolonger l'agonie, pas prolonger la vie réelle, alors nous la laisserons partir en paix. » Sophie sentit son cœur se briser, mais elle acquiesça. Oui, la dignité avant la durée, c'est ce qu'elle choisirait. Les jours suivants furent des montagnes russes. Les antibiotiques semblaient fonctionner. La fièvre de mamie Madeleine baissait, puis remontait. Sa respiration s'améliorait, puis empirait. Sophie ne quitta pas l'hôpital. Elle dormit sur une chaise à côté du lit. Brigitte apportait de la nourriture et l'obligeait à manger. Patricia prenait des tours de garde pour que Sophie puisse dormir quelques heures. Et le 3e jour, mamie Madeleine ouvrit les yeux. Son regard trouva Sophie immédiatement.
Sophie s'approcha, prenant sa main. « Je suis là, mamie, je suis là !» Les lèvres de mamie Madeleine bougèrent. Sophie dut se pencher pour entendre le murmure. « Merci. Pourquoi me remerciez-vous, mamie ?» Mamie Madeleine lutta pour former les mots. « Pour revenir. » Sophie sentit les larmes couler. « J'aurais jamais dû partir. » Une étincelle de l'ancienne force apparut dans les yeux de mamie Madeleine. « Pardonnez. » Et puis, avec un effort énorme, elle ajouta 2 mots de plus. « Brigitte aussi. » Sophie se tourna et vit Brigitte debout à la porte de la chambre d'hôpital. « Viens, » lui dit Sophie. « Elle veut te voir. » Brigitte s'approcha de l'autre côté du lit, prit l'autre main de mamie Madeleine. « Je suis là, mamie Madeleine. » Les yeux de mamie Madeleine se déplacèrent entre Sophie et Brigitte, 2 femmes qui l'aimaient, l'une par le sang, l'autre par choix, toutes 2 également précieuses. « Mes anges, » murmura mamie Madeleine. Et à ce moment, dans cette chambre d'hôpital, quelque chose guérit. Pas le corps de mamie Madeleine. Il restait fragile, il continuait de faiblir, mais quelque chose de plus profond. La fissure entre le devoir et l'amour, entre l'obligation et le soin véritable, entre faire ce qui est juste et ressentir ce qui est juste. Sophie comprit alors quelque chose qu'elle avait mis 3 mois à apprendre. Qu'aimer quelqu'un de vulnérable exige plus que des ressources, exige plus que de payer des professionnels, exige une présence, exige un sacrifice, exige d'être disposé à voir la douleur, à toucher la fragilité, à affronter la mortalité, exige de l'humanité. Et Brigitte lui avait enseigné ça, non pas avec des mots, mais avec l'exemple, lui montrant jour après jour que le soin véritable ressemble à l'amour, qu'il n'y a pas de différence entre les deux quand ils sont faits correctement. Mamie Madeleine survécut à la pneumonie. Les antibiotiques finirent par fonctionner. Après une semaine, elle sortit de l'hôpital avec des instructions strictes de soins continus. Mais tous savaient que cela avait été un avertissement, un rappel que le temps était limité. Sophie prit une décision. Elle annula un voyage d'affaires en Europe, puis un autre en Asie. Finalement, elle renonça à tous les voyages internationaux. Son directeur financier lui demanda si elle était sûre. « Ces contrats valent des millions, Sophie. »« Ma grand-mère n'a pas de prix, » répondit Sophie. « Les contrats peuvent attendre. » Elle ne peut pas. Et elle resta, non seulement physiquement en France, mais présente dans la vie de sa grand-mère d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Elle transforma une des pièces de la maison de Vaucresson en bureau et travaillait depuis chez elle. De cette façon, elle pouvait passer au moins 6 heures par jour avec mamie Madeleine. La nourrissant, la lavant, lui lisant, lui chantant, vivant avec elle au lieu de simplement attendre qu'elle meure. Brigitte continua à travailler, mais son rôle avait évolué. Elle n'était plus seulement employée de maison, elle était coordinatrice de soins, elle était professeure, elle était amie. Et un après-midi, alors que les 3 étaient ensemble dans la pièce, Sophie prit une grande inspiration et dit quelque chose qu'elle avait répété dans son esprit pendant des jours. « Brigitte, je dois te dire quelque chose. » Brigitte leva les yeux des fleurs qu'elle était en train d'arranger. « Oui, je veux tripler ton salaire et je veux te faire associer dans les textiles du bois. » Brigitte cligna des yeux surprise. « Quoi ? Sophie, c'est trop. » « Non, ce ne l'est pas. » Sophie s'approcha. « Tu m'as appris à voir ma grand-mère. Tu m'as appris à prendre soin d'elle. Tu m'as appris que la dignité est le plus grand cadeau que nous pouvons donner. Ces leçons n'ont pas de prix, mais je peux essayer de te dédommager d'une certaine façon. » Brigitte secoua la tête. « Je ne fais pas ça pour l'argent, Sophie. Je le fais parce que j'aime mamie Madeleine. Et parce que je vois en toi une femme qui est en train d'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Je sais, mais tu mérites d'être reconnue. Tu mérites la sécurité. Tu mérites de savoir que ton travail a de la valeur. » « Mon travail a de la valeur parce qu'il change des vies, » répondit Brigitte doucement. « C'est toute la compensation dont j'ai besoin. » Mais Sophie insista, et finalement elles arrivèrent à un compromis. Le salaire de Brigitte serait triplé. Mais au lieu de part dans la société, Sophie établirait un fonds pour former des soignants aux techniques de soins dignes. Un programme qui enseignerait à d'autres ce que Brigitte lui avait enseigné à elle.
que prendre soin des vulnérables est le travail le plus important qui existe et qu'il doit être fait avec amour, pas seulement avec efficacité. 3 semaines après sa sortie de l'hôpital, par un après-midi tranquille de novembre, Mamie Madeleine fit quelque chose d'extraordinaire. Sophie lui lisait le chapitre final de la biographie qu'elle avait écrite, le chapitre sur l'héritage, sur comment les 50 vies que Mamie Madeleine avait changées directement avaient influencé 1 millier d'autres indirectement, sur comment sa vie avait été une pierre jetée dans le lac, créant des ondes qui s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle avait vu. Quand Sophie finit de lire, Mamie Madeleine la regarda avec des yeux clairs et concentrés. Et par là, pas un mot, pas une phrase courte, mais une pensée complète. Ma vie a eu un sens parce que j'ai aimé plus que je n'ai eu peur. 11 mots. Il lui fallut presque 5 minutes pour les prononcer, avec des pauses entre chacun pour rassembler ses forces. Mais elle les dit tous. Sophie laissa tomber le manuscrit. « Mamie, c'est le plus long discours que tu aies tenu depuis ton attaque. » Mamie Madeleine sourit. Un sourire complet, authentique, magnifique. Et alors, elle dit quelque chose d'autre. « Et maintenant, toi aussi. Tu as appris la même chose. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Sophie pendant des jours. Et maintenant, toi aussi, tu as appris la même chose. Aimer plus que tu ne crains. Sophie avait passé 15 ans à craindre l'échec, à craindre de perdre l'empire que sa grand-mère avait bâti, les textiles du bois, à craindre de ne pas être à la hauteur. Et dans cette peur, elle avait oublié d'aimer. Elle avait oublié que le succès ne se mesure pas en euros, mais en vies touchées, que le pouvoir réel ne vient pas de contrôler des entreprises, mais de servir des personnes, que la grandeur n'est pas ce que tu construis, mais comment tu traites ceux qui ne peuvent rien te donner en retour. Mais maintenant, elle le savait, et ça changeait tout. Sophie commença à transformer son entreprise. Elle mit en place des politiques de salaire décents, allant bien au-delà du minimum légal. Elle établit des programmes de soutien pour les employés ayant des proches malades, leur permettant de travailler depuis chez eux ou de prendre des congés payés sans pénalité. Elle créa le programme Madeleine, nommé en l'honneur de sa grand-mère. Un programme qui formait des aides à domicile aux techniques de soins dignes pour les personnes alitées ou handicapées. Brigitte dirigeait le programme, enseignant aux autres ce qu'elle avait appris pendant ses 15 ans comme infirmière. Et chaque diplômé du programme recevait non seulement une certification, mais aussi une augmentation salariale garantie et un accès à des ressources de santé mentale. Car prendre soin des personnes vulnérables nécessite aussi de prendre soin de ceux qui en prennent soin. Mais plus important que tout ça, Sophie continua à se montrer présente, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, 6 heures par jour avec sa grand-mère, à lire, à chanter, à masser, à parler du passé, du présent, des rêves que Mamie Madeleine avait eus et de ceux qui s'étaient réalisés. Et pendant ces 6 heures, Sophie apprit plus sur la vie, l'amour et l'héritage qu'en 15 ans à construire des empires économiques. Elle apprit que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que dépendre des autres ne diminue pas ta valeur, que la dignité ne vient pas de ce que tu peux faire, mais de comment tu permets aux autres de te voir quand tu ne peux rien faire. Elle apprit que le temps est la seule ressource véritablement limitée, qu'elle peut récupérer de l'argent perdu, des contrats perdus, des opportunités perdues, mais elle ne peut jamais récupérer le temps perdu avec quelqu'un qu'elle aime. Et elle apprit que l'amour véritable n'est pas un sentiment, c'est une action, c'est se montrer chaque jour, c'est laver des pieds qui ne peuvent pas marcher, c'est nourrir des bouches qui peuvent à peine avaler, c'est chanter des chansons à quelqu'un qui peut-être pas répondre, mais qui peut définitivement entendre. C'est être l'ange de quelqu'un quand ils ne peuvent plus voler. 6 mois après ce jour où Sophie avait entendu Brigitte chanter, le printemps arriva. Mamie Madeleine avait survécu à l'hiver, chose que les médecins avaient dit improbable. Mais elle avait survécu, pas florissante, pas guérie, mais vivante, et
Plus important, aimer. En avril, Sophie organisa quelque chose de spécial. Elle transforma le jardin de la propriété. Le jardin que mamie Madeleine regardait chaque jour depuis sa fenêtre, mais n'avait pas visité depuis 4 ans, en une salle de bal en plein air. Elle engagea un orchestre spécialisé dans la musique des années 40 et 50, des chansons françaises classiques, des valses, les chansons que mamie Madeleine avait dansées dans sa jeunesse, et elle invita 50 personnes. Chacune d'entre elles avait été touchée par la vie de mamie Madeleine. D'anciens étudiants, des employés des textiles du bois, des amis des décennies passées, et avec l'aide d'une équipe médicale, Brigitte, Patricia et Sophie déplacèrent mamie Madeleine dans un fauteuil roulant spécial et la descendirent dans le jardin. Quand mamie Madeleine vit le jardin transformé, les fleurs en pleine floraison, les lumières suspendues aux arbres, l'orchestre se préparant, ses yeux se remplirent de larmes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» réussit-elle à demander. Sophie s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. « C'est une fête, mamie, en ton honneur, pour célébrer tes 87 ans, pour célébrer tout ce que tu as donné au monde. » L'orchestre commença à jouer. La première danse fut une valse, bien sûr. La chanson préférée de mamie Madeleine, « La vie en rose ». Et Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle se plaça devant le fauteuil roulant de sa grand-mère, prit ses mains tremblantes entre les siennes et dansa, non pas en bougeant mamie Madeleine, ça aurait été dangereux, mais en dansant pour elle, laissant sa grand-mère vivre la danse à travers ses yeux, se mouvant au rythme de la musique que mamie Madeleine aimait. Sophie la regardait droit dans les yeux, permettant à sa grand-mère de voir chaque tour, chaque pas, chaque expression de joie. Et pendant qu'elle dansait, Sophie murmura « C'est pour toutes les fois où je n'ai pas dansé avec toi quand je le pouvais, pour tous les dimanches où je ne t'ai pas accompagné au bal musette, pour toutes les occasions manquées de créer des souvenirs ensemble. » Mamie Madeleine sourit à travers ses larmes. Quand la chanson se termina, une autre personne s'approcha, Chantal Lemaire, maintenant âgée de 75 ans, la première étudiante de mamie Madeleine. « M'accorderez-vous cette danse, maîtresse ?» demanda Chantal, et elle dansa devant mamie Madeleine, laissant son ancienne maîtresse voir comment la petite fille d'un village pauvre, qui mangeait à peine une fois par jour, était devenue une femme de grâce et de dignité. Un par un, les invités s'approchèrent. Certains dansaient, d'autres s'agenouillaient simplement à côté du fauteuil roulant et prenaient les mains de mamie Madeleine, la remerciant d'avoir changé leur vie. Brigitte observait depuis un coin, souriant à travers ses propres larmes. Sophie s'approcha d'elle. « Merci, » lui dit-elle. « Rien de tout ça ne serait arrivé sans toi. » Brigitte secoua la tête. « C'était toujours en toi, Sophie. Tu avais juste besoin de te souvenir de ce qui était important. » À la fin de l'après-midi, quand le soleil commençait à se coucher et que les invités se disaient lentement au revoir, mamie Madeleine avait prononcé plus de mots qu'elle n'en avait dit en 4 ans combinés. Pas de longues phrases, pas de discours, mais des mots remplis de signification. « J'ai merci, je t'aime, beau, heureuse, se souvenir, petits mots, énormes émotions. » Quand Sophie ramena mamie Madeleine dans sa chambre ce soir-là, sa grand-mère était épuisée, mais radieuse. Sophie l'aida à se coucher, appliquant l'eau de rose qu'elle fabriquait maintenant elle-même avec des pétales du jardin, en utilisant la recette que Brigitte lui avait enseignée. C'était une belle journée. Mamie Madeleine acquiesça, la meilleure, et puis, regardant droit dans les yeux de Sophie, elle dit quelque chose d'autre. « Je suis prête. » Sophie sentit son sang se glacer. « Prête à quoi, mamie ?» Mamie Madeleine prit une inspiration lente pour me reposer. « J'ai bien vécu, aime bien, maintenant je peux partir en paix. » Sophie sentit la panique lui nouer la gorge. « Non, mamie Madeleine, ne dis pas ça. J'ai encore besoin de toi ici. » Mais mamie Madeleine secoua doucement la tête. « Tu n'as plus besoin de moi. Maintenant, tu sais ce qui compte. Maintenant, tu comprends qu'aimer est plus important que gagner, qu'être présente est plus précieux qu'être occupée, que la dignité est le plus grand cadeau. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Sophie. « Mais je ne commence à peine à te connaître à nouveau.
j'ai à peine du temps avec toi. Mamie Madeleine leva sa main tremblante et la posa sur la joue de Sophie. Le temps ne se mesure pas en années, il se mesure en profondeur. Ces 6 mois avec toi ont valu plus que les 4 années précédentes combinées. Sophie serra la main de sa grand-mère contre sa joue. Je ne suis pas prête à dire au revoir. Personne n'est prêt. Mais quand le moment arrive, nous devons avoir la grâce de laisser partir. Sophie resta là, tenant sa grand-mère, jusqu'à ce que Mamie Madeleine s'endorme. Et elle sut que sa grand-mère avait raison. La mort viendrait, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Et quand elle viendrait, Sophie devrait avoir la force de permettre à sa grand-mère de partir en paix, entourée d'amour, avec sa dignité intacte. 2 mois plus tard, par un matin paisible de juin, Mamie Madeleine ne se réveilla pas. Brigitte fut la première à la trouver. Elle était venue tôt, comme toujours, pour aider à la toilette matinale. Quand elle entra dans la chambre, elle sut immédiatement. Mamie Madeleine était allongée dans son lit, un petit sourire sur son visage, ses mains jointes paisiblement sur sa poitrine. On aurait dit qu'elle s'était simplement endormie et avait décidé de ne pas se réveiller. Brigitte toucha doucement son front. « Au revoir, Mamie Madeleine. Ce fut un honneur de vous connaître. » Puis, elle alla réveiller Sophie. Quand Sophie entra dans la chambre et vit sa grand-mère, il n'y eut pas d'hystérie, pas de déni, seulement une tristesse profonde mêlée à autre chose, de la gratitude. Sophie s'agenouilla près du lit et prit la main froide de sa grand-mère. « Merci d'avoir attendu, Mamie Madeleine. Merci de m'avoir donné le temps de te retrouver. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. » Les médecins dirent plus tard que Mamie Madeleine était morte paisiblement d'une insuffisance cardiaque, dans son sommeil. Sans douleur, de la manière la plus digne possible. Elle avait vécu 87 ans, elle avait construit un empire, elle avait changé 50 vies directement et 1000 indirectement. Et elle était morte, entourée d'amour, dans son propre lit, avec l'odeur d'eau de rose qu'elle aimait dans l'air. Les obsèques furent grandioses. Des centaines de personnes vinrent dire au revoir à la femme qui avait ouvert des portes quand tous les autres les fermaient, qui avait cru au talent quand tous les autres ne voyaient que la pauvreté, qui avait vécu avec dignité et était morte de la même manière. Sophie prit la parole lors des funérailles. Elle ne lut pas de notes préparées. Elle parla avec son cœur. Ma grand-mère m'a appris que le succès n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on donne, que le pouvoir n'est pas de contrôler, mais de servir, que la grandeur n'est pas d'être admiré, mais d'être aimé. Elle fit une pause, regardant le cercueil recouvert de roses rouges. Mais, si je suis honnête, ce n'est pas ma grand-mère qui m'a directement enseigné ces leçons. C'est Brigitte, une femme que ma grand-mère aurait embauchée comme employée de maison, mais qui est devenue son ange. Sophie chercha Brigitte dans la foule. Brigitte, qui insistait pour s'asseoir au fond, essayant de rester invisible comme toujours. « Brigitte, s'il te plaît, viens ici. » Brigitte secoua la tête, mal à l'aise. Mais les gens commencèrent à applaudir doucement, l'encourageant. Finalement, elle se leva et s'avança vers l'avant. Sophie prit sa main. « Cette femme m'a montré ce que signifie prendre soin avec dignité. Elle m'a montré que le travail le plus important au monde n'est pas de diriger des entreprises ou de signer des contrats. C'est d'aimer les vulnérables quand personne ne regarde. C'est de donner de la dignité à ceux que la société a oubliés. C'est d'être l'ange de quelqu'un quand ils ne peuvent plus voler par eux-mêmes. » Les larmes coulaient sur le visage de Brigitte. « Et en l'honneur de ma grand-mère, et de Brigitte, continua Sophie, j'annonce la création de la Fondation Madeleine Dubois pour le soin digne. Une organisation dédiée à former des soignants, à payer des salaires décents et à rappeler au monde que la manière dont nous traitons nos plus vulnérables définit qui nous sommes en tant que société. » Les applaudissements remplirent l'église. Après les funérailles, tandis que les gens se dispersaient lentement, Sophie et Brigitte restèrent seules près de la tombe où Mamie Madeleine serait enterrée aux côtés de son mari, Joseph. « Elle serait fière de toi, » dit doucement Brigitte. Sophie secoua la tête. « Elle serait fière de toi. Tu l'as aimée quand je ne le pouvais pas. »
Tu l'as vu quand je ne le voulais pas. Tu as été son ange. Brigitte sourit à travers ses larmes. Non, Sophie, elle a été mon ange. Elle m'a rappelé pourquoi j'avais choisi de prendre soin des gens en premier lieu. Elle m'a redonné un but. Elle m'a montré que le burn-out n'était pas parce que je me souciais trop, mais parce que j'étais dans un système qui ne me laissait pas montrer ce soin correctement. Les deux femmes restèrent silencieuses pendant un moment, honorant la femme qui les avait toutes les deux changées. Finalement, Sophie parla. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Brigitte regarda vers l'horizon. « Je vais diriger la fondation. Si tu veux toujours que je le fasse, je vais enseigner aux autres ce que j'ai appris, que la dignité n'est pas un luxe, c'est un droit, et que tout le monde, aussi vulnérable soit-il, mérite d'être traité comme les trésors qu'ils sont. » Sophie acquiesça. « C'est exactement ce que je veux que tu fasses. » Elles s'embrassèrent. Deux femmes qui avaient été transformées par l'amour d'une vieille femme alitée qui leur a rappelé que la vie ne se mesure pas en réalisation mais en connexion, pas en pouvoir mais en présence, pas en ce que l'on a mais en ce que l'on donne. 6 mois plus tard, la Fondation Madeleine Dubois avait formé son premier groupe de 100 soignants, chacun certifié dans les techniques de soins dignes, chacun engagé à voir ses patients non pas comme des tâches, mais comme des personnes. Sophie assista à la remise des diplômes, fière comme si c'était sa propre entreprise qui atteignait une étape importante. Parce que, dans un certain sens, c'était le cas. C'était son véritable héritage. Pas les usines textiles, pas les contrats internationaux, mais ceci, 100 personnes engagées à aimer les vulnérables. Et cela grandirait. L'année prochaine, 200, l'année suivante, 500. Des ondes sur un lac, s'étendant bien au-delà de ce que quiconque pouvait voir. Brigitte prit la parole lors de la remise des diplômes, partageant son histoire. Comment elle avait travaillé 15 ans comme infirmière avant de craquer, comment elle avait retrouvé un but en prenant soin de Mamie Madeleine, comme elle avait enseigné à Sophie qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et à la fin de son discours, elle a dit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. Chaque personne dans cette salle prendra soin d'une personne vulnérable. Et dans ces moments privés, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand le travail est difficile et peu glamour, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Vous êtes les anges de quelqu'un. Votre gentillesse est le miracle que cette personne expérimente. Votre dignité est le cadeau dont elle se souvient. Elle fit une pause, regardant chaque jeune diplômé. Alors, prenez soin, aimez profondément. Et souvenez-vous que le travail le plus important au monde n'est pas de construire des empires, c'est de tenir des mains, c'est de chanter des chansons, c'est de donner de la dignité à ceux que la société a oubliés. Parce qu'à la fin de nos vies, personne ne demandera combien nous avons gagné ou ce que nous avons construit. On demandera combien nous avons aimé et comment nous les avons traités quand ils ne pouvaient rien nous donner en retour. Les applaudissements remplirent l'auditoire et Sophie, assise au premier rang, sut que Mamie Madeleine souriait d'où qu'elle soit, parce que son héritage continuait, pas dans des bâtiments portant son nom, mais dans des mains qui tenaient avec gentillesse, dans des chansons chantées à ceux qui ne pouvaient pas chanter par eux-mêmes, dans la dignité donnée à ceux que la société disait ne plus compter. Ce soir-là, Sophie visita la tombe de sa grand-mère. Elle portait des roses rouges, bien sûr. Elle s'agenouilla près de la pierre tombale et parla à voix basse. « Nous l'avons fait, Mamie. La fondation fonctionne. Nous changeons la façon dont la société voit les soins. Nous rappelons aux gens que la dignité est un droit, pas un privilège. » Le vent souffla doucement entre les arbres du cimetière. « Et je sais que tu me dirais que ce n'est que le début, que 100 soignants, c'est quelque chose, mais pas suffisant, que nous devons changer les lois, les politiques, les attitudes. » Sophie sourit à travers ses larmes. « Et tu as raison, mais je suis prête pour cette bataille, parce que tu m'as appris que la vie a un sens quand on aime plus qu'on ne craint, et je n'ai plus peur. » Elle plaça les roses dans le vase près de la pierre tombale. « Merci d'avoir attendu, Mamie. Merci de m'avoir donné Brigitte.
Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on a toujours dû être. » Et alors qu'elle retournait à sa voiture, Sophie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Pas la paix d'avoir toutes les réponses, mais la paix de savoir quelles questions importaient. Pas la paix d'avoir terminé le travail, mais la paix de savoir quel était le vrai travail. Pas la paix de ne pas avoir de douleur, mais la paix de savoir que la douleur avait un but. Cette histoire m'a été racontée par Sophie Dubois il y a 3 mois, lors d'une interview pour un article sur la Fondation Madeleine Dubois. La Fondation a maintenant formé plus de 500 soignants dans toute la France, chacun s'engageant à donner de la dignité aux personnes vulnérables. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas le nombre. C'est quand j'ai demandé à Sophie ce qu'elle avait appris de toute cette expérience. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle répondit: « J'ai appris que les personnes les plus importantes dans nos vies sont souvent les plus invisibles. Celles qui nettoient, celles qui soignent, celles qui servent sans attendre de reconnaissance. Elles étaient invisibles pour moi jusqu'à ce que Brigitte m'apprenne à voir. J'ai appris que le temps est notre ressource la plus précieuse, et la façon dont nous le dépensons définit qui nous sommes plus que tout ce que nous construisons. Mais plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour être l'ange de quelqu'un. » Ces mots sont restés avec moi depuis lors, parce que nous connaissons tous quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui a besoin de soins, quelqu'un que la société a oublié ou minimisé, et nous avons tous le choix que Sophie a eu. Nous pouvons les éviter par peur. Nous pouvons payer quelqu'un d'autre pour qu'il s'occupe et ensuite nous laver les mains. Ou nous pouvons être présents. Nous pouvons aimer plus que nous ne craignons. Nous pouvons être l'ange de quelqu'un. Si cette histoire vous a touché le cœur, je vous invite à faire quelque chose. Pensez à quelqu'un de vulnérable dans votre vie. Un grand-parent, un parent malade, un voisin oublié, et soyez là pour lui. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie entière comme Sophie, mais peut-être pouvez-vous passer un coup de fil, une visite, un acte de gentillesse, parce que c'est dans ces petits actes que l'amour vit. Pas dans de grands gestes, mais en étant présent constamment, jour après jour, avec dignité et grâce. Et si vous travaillez comme soignant, si vous êtes la Brigitte dans la vie de quelqu'un, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre travail compte, votre gentillesse est vue, votre amour fait la différence. Il se peut que personne n'applaudisse, il se peut que personne ne remarque. Mais la personne dont vous vous occupez le sait, et c'est suffisant. Avant de terminer, je veux vous inviter à laisser un super thanks si cette histoire vous a inspiré à valoriser davantage les soignants dans votre vie. Pas pour moi, mais comme rappel pour vous-même que vous allez honorer les personnes qui font un travail invisible. Et dans les commentaires, racontez-moi, qui est l'ange invisible dans votre vie? La personne qui prend soin sans applaudissements, qui aime sans reconnaissance, qui sert sans attente. Mentionnez-les. Donnez-leur la reconnaissance qu'ils méritent, parce qu'à la fin de la journée, les Brigitte du monde sont celles qui changent vraiment des vies, et elles méritent d'être vues. Merci d'avoir écouté cette histoire. Merci de valoriser ce qui compte vraiment. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour aimer plus que vous ne craignez. À bientôt dans la prochaine histoire.